Bonjour Monsieur le bâtonnier Christian Charbonnazel, merci de nous accueillir dans votre cabinet aujourd'hui. Ravi de pouvoir vous entendre pendant une petite heure. Vous êtes l'une des figures les plus emblématiques du barreau de Paris. Vous avez été premier secrétaire de la conférence, bâtonnier du barreau de Paris, président du Conseil national des barreaux. Et c'est pour nous vraiment une très grande chance de pouvoir vous interroger et d'éclairer toutes ces fonctions qui ont été les vôtres et votre parcours pour les étudiants et donner sûrement des envies à des étudiants qui veulent suivre votre chemin. Monsieur le bâtonnier, bonjour. Comme l'a dit Axel, nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Merci infiniment de nous accueillir dans votre cabinet. Si vous le permettez, j'aimerais commencer par parler de votre parcours, si vous voulez bien nous le détailler avec nous, hors vos fonctions institutionnelles sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Vous voulez parler de ma biographie, comme si j'étais déjà au seuil de l'horizon funèbre que vous allez me décerner. Bon, je suis né en province, dans une ville qui s'appelle Limoges, où mon père était avocat, où mon grand-père était avocat. Mon arrière-grand-père, lui, avait été avocat dans la Creuse, et puis était devenu magistrat pour raison de santé, comme je le dis toujours avec un peu d'ironie, et il est mort en effet assez jeune. Et c'est donc une vieille lignée d'avocats à laquelle j'appartiens, et que prolonge mon fils aîné, Benoît, avocat au barreau de Paris, mais aussi avocat au barreau de New York, solliciteur à Londres. Benoît Charbonnazel, de nous deux, c'est lui qui a le mieux réussi, c'est clair. Donc je suis né dans cette ville de province. C'est un petit barreau, mais c'est pas la taille du barreau qui fait le grand avocat. Mon père et mon grand-père étaient d'excellents avocats, qui ne travaillaient pas ensemble d'ailleurs. La tradition familiale n'est pas de reprendre le cabinet de son père. Alors j'ai fait des études de lettres, j'ai fait premièrement une hypocagne, ensuite une licence et puis une maîtrise de lettres, et en même temps le droit. Et j'ai décidé puisque mes études sont passées à Paris, pour l'essentiel, j'ai décidé de m'inscrire à Paris, de tenter ma chance à Paris, où avaient vécu mes grands-parents maternels. Et donc j'ai commencé en allant chez un avocat qui était lui-même né à Limoges. Donc je retrouvais quand même à travers lui quelque chose de ma province natale, c'est Roland Dumas. Et Roland Dumas, qui était, à l'époque où je l'ai rejoint comme stagiaire, un avocat déjà très notoire, il était parlementaire, il avait été déjà 2 fois, n'était pas encore ministre, puisque ça fait 40 ans maintenant que Mitterrand a été élu, et Roland Dumas m'a accueilli très gentiment, avec beaucoup de bienveillance, mais sans beaucoup s'occuper de moi, parce qu'il n'avait pas le temps. Il avait la succession Picasso, la succession Giacometti, et puis la préparation des campagnes électorales successives de Mitterrand, donc 74, bon. Et donc c'était un confrère tout à fait remarquable, René Dahan, qui travaillait avec Roland Dumas, qui m'a formé comme avocat, parce que j'avais passé mon CAPA 4 années plus tôt, et dans l'intervalle, j'avais été professeur de français, 3 ans en France, 2 ans au Maroc, comme coopérant à l'époque où il y avait un service national, et j'avais trouvé plus utile d'aller enseigner le français que de me trouver dans une caserne quelque part à ne rien faire pendant 2 ans. Voilà. Et j'ai tenté le concours de la conférence, comme vous l'avez évoqué. Et j'ai été élu premier secrétaire. Vous savez, je suis une promotion où tout le monde aurait pu être premier. Bon, il ne faut pas s'enorgueillir de ce qui est un peu dû aussi au hasard. Et puis, je me suis installé tout seul en 78, je suis resté chez Dumas pendant 4 ans et demi, dans mon appartement, parisien de l'époque. Et puis, j'y suis resté 2 ans, parce que c'est un peu compliqué de mêler la vie familiale et la vie professionnelle dans l'appartement. Je me rappellerai toujours qu'un de mes clients, qui avait rendez-vous avec moi, un client important, un des premiers, un monsieur déjà un peu âgé, entre dans mon bureau, après avoir attendu dans mon salon, en riant. Et il me dit, je viens de vivre une scène très amusante. Je dis, ah bon? Oui, j'attendais l'ascenseur en bas, une dame charmante avec 2 petits-enfants, attendait aussi l'ascenseur. L'un des 2, il avait 4-5 ans, m'a dit, quand on est entré dans l'ascenseur, tu vas chez les Garnier? Ah non, je ne vais pas chez les Garnier. Mais tu vas au 5e étage? Oui, oui. Alors tu vas chez mon père alors? Oui, probablement. Que fait ton père? Il est avocat. Ah oui, alors je vais chez ton père. Ah bon, t'as fait quoi?
Et donc, j'ai compris qu'on ne pouvait pas rester très longtemps avocat dans l'appartement où on a ses enfants plus jeunes. Et donc, je me suis installé ensuite avec Clément en cabinet groupé. Et puis, rue de Legelbach, associé avec des amis. Et puis, enfin, ici. Alors, en réalité, on peut faire un peu de nomadisme dans la profession sur le plan de l'établissement. Et c'est intéressant d'avoir l'expérience de l'artisanat tout seul en famille, ensuite le cabinet groupé, ensuite la SCP, et puis un retour à une existence un peu différente aujourd'hui, puisque je suis seul maître à bord avec des collaboratrices et des collaborateurs. Justement, comment s'est passé votre stage et votre entrée dans la profession? Parce que justement, Roland Dumas étant assez occupé, c'est un autre de vos confrères qui vous a appris ce métier, mais il me semble que vous avez fait comme cursus un master, enfin l'équivalent d'un master qui était plutôt en droit de la propriété intellectuelle. Voilà, ça s'appelle DES. Oui. On avait 4 ans de licence en droit, et après on faisait un DES. Et j'ai fait un DES de propriété intellectuelle, en effet, avec Henri Desbois comme professeur, qui était un homme absolument charmant, intelligent, et auteur d'un livre très remarquable. Et voilà, j'ai passé ce DES, qui m'a permis effectivement de ne pas perdre de vue le côté littéraire qui m'habitait et le côté de la culture en général à laquelle j'essaie de continuer à m'intéresser. Alors, parmi vos fonctions institutionnelles, pourriez-vous revenir sur votre rôle en tant que bâtonnier et plus précisément détailler les missions et les problématiques auxquelles vous avez été confrontés? Alors, avant d'être bâtonnier, on est membre du Conseil de l'Ordre, traditionnellement. Donc, j'ai été en 86, 87, 88, sous les bâtonnats de Mario Stasi puis de Philippe Lafarge, et j'étais responsable de la commission prospective. C'est à l'époque, la commission prospective était censée réfléchir sur l'évolution de la profession, sur les ouvertures qu'elle pourrait avoir. Et à l'époque, la fusion entre les conseils juridiques et les avocats n'était pas encore réalisée. Et encore moins la fusion avec les avoués à la cour. Mais on était en réflexion pour faire progresser les choses. Alors, bâtonnier, j'ai été élu en 2006 et j'ai été dauphin, comme on disait à l'époque, bâtonnier désigné en 2007 et puis bâtonnier en 2008-2009. C'est une mission qui est extrêmement importante. On n'est pas bâtonnier pour soi-même, une chose à laquelle il faut sur laquelle il faut se concentrer. On est bâtonnier pour servir les autres. Le bâtonnier, c'est le bouclier de la défense, c'est l'avocat des avocats. Et c'est au fond le gardien de ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire les droits de chacun de nos concitoyens de pouvoir être assistés, conseillés, défendus. C'est une mission extrêmement noble, importante, et qui suppose qu'on oublie tout ce à quoi on s'occupait jusque-là, sauf son cabinet, parce que moi je vis que de mon cabinet, et donc ça veut dire qu'on se lève très tôt, qu'on se couche très tard, et qu'on renonce à des loisirs parce qu'il faut s'occuper des autres. Et pendant mon bâtonnat, avant même mon bâtonnat, il y avait plusieurs combats à mener. Le premier que j'avais tenu à mener, c'était le problème lié à la 3e directive européenne contre le blanchiment. La directive du 26 octobre 2005 prétendait imposer à l'avocat qui assiste un client pour une opération qui n'est pas judiciaire, mais une opération juridique, la construction d'une société, une cession de fonds de commerce, une fusion avec une autre entreprise. S'il a le moindre soupçon sur l'origine des fonds que le client entend mettre à profit dans cette opération, la directive dispose que l'avocat doit déclarer ce soupçon directement à l'institution financière du pays, chez nous Tracfin, sans le dire au client à peine d'une amende, et dès qu'il a un soupçon sur la provenance d'un argent qui pourrait venir d'un délit commis et punissable d'1 an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Bon.
Or, c'était absolument scandaleux que cette atteinte au secret professionnel, non pas que l'avocat soit le complice de son client en matière de blanchiment, il n'y en avait pas question, mais être le délateur de son client sans le lui dire, au lieu de le mettre en garde, de lui déconseiller l'opération, et évidemment, s'il persiste, de le quitter et de lui dire d'aller voir ailleurs, cette espèce comment dirais-je, de méprisable comportement demandé à l'avocat était totalement contraire à nos principes. Et donc je me suis battu, j'ai vu les ministres, Christine Lagarde à l'époque, Hervé Morin, toute une série, j'ai écrit à tous les parlementaires, pour leur dire que ce n'était pas tolérable et qu'ils devaient transposer les directives d'une manière telle que Tracfin ne soit pas autorisé à aller dans les cabinets d'avocats, ni les avocats autorisés à transmettre à Tracfin les informations. Et j'ai obtenu, parce que c'est vraiment mon combat, que la directive soit transposée en n'étant pas dans l'ordonnance française qui est devenue la loi exactement ce qu'elle était à l'origine, puisque c'est par le filtre du bâtonnier que se fait éventuellement la déclaration d'un soupçon après qu'on a prévenu son client et qu'on l'a mis en garde. Et c'est un des combats de principe que j'ai tenu à mener. Le deuxième, c'est celui sur la garde à vue, que j'ai mené avec beaucoup de détermination, y compris en poursuivant des policiers qui avaient dit, au moment où on se battait pour que l'avocat soit présent dès la première minute, j'avais exigé que les parlementaires prennent conscience de ce que nous étions le seul pays d'Europe qui, contrairement à l'Espagne, à l'Italie, à l'Angleterre, à l'Allemagne, ne prévoyait la présence de l'avocat qu'une demi-heure au début de la garde à vue, comme une assistante sociale, sans connaître le dossier, sans savoir rien des charges pesant sur le client. Et cette anomalie était insupportable. Et comme j'avais beaucoup crié, écrit, protesté, j'avais même pris à partie la garde des Sceaux de l'époque qui prétendait que notre système était le même que dans les autres pays. J'avais dit qu'elle mentait. Je l'avais même fait écrire par Libération, qui avait mis un titre, c'est imagé quand MAM ment aux parlementaires. C'était pas très gentil. Et mais enfin, c'était utile. Et en réalité, ce qui a ouvert complètement le chantier, c'est le procès que j'ai intenté comme bâtonnier, au nom de l'ordre, à des policiers qui étaient des policiers très agités contre la présence de l'avocat en garde à vue, et qui avaient osé dire que les avocats n'étaient que des commerciaux, dont les talents sont proportionnels aux honoraires qu'ils touchent. Ce qui était évidemment très outrageant, mais très utile, parce que du même coup, j'ai fait venir 4 témoins remarquables. Alvaro Gil Robles, ancien commissaire européen des droits de l'homme, avocat espagnol. Lord Goldsmith, Peter Goldsmith, qui était le Lord Chancellor d'Angleterre, le successeur de Thomas Becket, Thomas More plutôt. Et puis, il y avait également Andreas von Mariassi, vice-bâtonnier de Munich. Et puis enfin, M. Sinicalchi, ancien bâtonnier de Naples et membre du Conseil supérieur de la magistrature italienne, qui sont venus expliquer à l'audience, alors l'audience a eu lieu quand je n'étais plus bâtonnier, qu'en réalité, dans leur pays, il n'était pas concevable que l'avocat ne soit pas présent du début de la garde à vue jusqu'à la fin. Donc c'est un combat auquel j'ai beaucoup tenu. Et puis il y a eu des choses que j'ai tenu à faire à l'intérieur pour les avocats, notamment la chance maternité. La chance maternité, car la maternité est une chance, c'est pas un risque, c'est pas un drame, au contraire. J'avais constaté que beaucoup de cabinets artisanaux, petits cabinets, donc quelquefois un peu serrés économiquement, lorsque la collaboratrice annonçait qu'elle était enceinte, sachait qu'elle allait partir pour accoucher, et d'un seul coup trouvait qu'elle n'était pas compétente et la licencier, ce qui était intolérable. Et donc j'ai mutualisé avec la compagnie d'assurance que nous avions, ce qui est le problème des indemnités à accorder à des avocates qui partent en congé maternité. Il y avait à l'époque, je vous parle de l'époque où, quand j'étais bâtonnier, il y avait environ 15 000 avocats. Et il y avait 500 naissances par an à peu près. C'était pas mal. Aujourd'hui, c'est sûrement plus. Et donc, le cabinet qui avait une collaboratrice enceinte
était remboursé du montant de la rétrocession d'honoraires que continue à toucher la collaboratrice qui était en congé maternité. Si bien qu'un licenciement d'une collaboratrice parce qu'elle est enceinte devenait une faute disciplinaire grave qui devait aboutir au conseil de discipline. J'ai trouvé que c'était important et je pense que ça continue à fonctionner, je n'en suis pas totalement certain. J'ai également prévu pour les élèves de l'école du barreau et les jeunes avocats qui auraient eu envie de faire des études à l'étranger, comme mon fils aîné l'avait fait, des prêts sans caution. Bah, moi, j'avais pu donner à mon fils aîné ma caution, mais il avait remboursé de lui-même ses études aux États-Unis, en Angleterre d'abord et aux États-Unis ensuite. Mais je pensais à tous les élèves de l'école du barreau qui n'ont pas de parents capables de donner leur caution parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, j'avais réuni les banquiers de la CARPA et je leur ai dit, voilà, si à l'époque, une année d'études aux États-Unis, c'était à peu près 70 000 euros. Je dis, si j'ai 100 élèves de l'école du barreau qui partent aux États-Unis faire des études, 100 fois 70 000, c'est 7 millions. Dans le cas de prêt à des étudiants, quel est le taux de perte, de non-recouvrement que vous avez à affronter? Les banquiers avaient dit, écoutez, quand ce sont des étudiants en faculté, c'est 5%. Quand ce sont des étudiants qui sont dans des écoles de formation, c'est 2%. Ben, il dit, 7 millions, 2%, c'est 140 000 de risque. Vous prenez 70 000, l'ordre prend 70 000. Et j'avais mis au point une convention entre l'élève avocat et l'ordre. L'élève avocat reçoit son prêt, le verse immédiatement sur un compte prêt futurs avocats ou jeunes avocats, et c'est l'ordre qui le gère pour éviter que l'élève qui reçoit d'un seul coup les 70 000 euros à l'époque ne se voit demander par son père qui est au bord de la faillite, prête-moi tes 70 000, je te les rends le mois suivant, puis il fait faillite et c'est perdu. De cette manière, gérer avec une convention entre l'étudiant avocat et le barreau, prévoyait cette convention, ce qu'on donnait par mois pour sa vie quotidienne, le paiement des frais de scolarité, etc. C'était bien l'argent du jeune avocat, mais au moins avec une sorte de tutelle qui évitait les catastrophes. Voilà. Alors ça fait partie des choses que j'ai tenu à faire, et puis, bon, j'en ai fait quelques autres, mais c'est aussi l'époque où nous avons ouvert la profession à des domaines qui n'étaient pas familiers. Autour de la notion de mandataire, j'ai développé l'idée qui m'avait été insufflée par Patrick Michaud, qui était avocat, et qui un jour m'avait dit ça très longtemps auparavant. Il m'avait dit, pourquoi est-ce que sur un appartement qui est à vendre, il n'y aurait pas une pancarte à vendre, adressez-vous à mettre un tel numéro de téléphone ou telle adresse. Et l'avocat peut être effectivement mandataire d'un vendeur d'appartements. Et c'est en même temps quelque chose de tout à fait rassurant, puisque son premier réflexe sera de dire à l'acquéreur éventuel, avez-vous un avocat? De la même manière, cette notion de mandataire, je l'ai déclinée pour les mandataires d'artistes. Et il y avait un exemple très simple. Notre déontologie, on l'oublie souvent, notre déontologie est un avantage concurrentiel. Je m'explique. Vous avez connu les inconnus. Bon. Ils avaient un contrat avec un mandataire professionnel, un agent d'artiste, dont je tais le nom, mais j'avais appris que c'était un contrat dont ils ne pouvaient pas se défaire pendant 10 ou 20 ans, avec un taux de commission extrêmement élevé, et l'interdiction de se produire tous les trois en dehors de lui. Avec un avocat, c'est pas possible. Le contrat peut être dénoncé à tout moment, il est révocable ad nutum. L'honoraire, même convenu, même payé, peut être rediscuté devant le bâtonnier arbitre des honoraires, ce n'est pas une convention de droit commun. Et par conséquent, notre déontologie est justement un instrument de sécurité pour ceux qui contractent avec nous, mais en même temps un instrument concurrentiel, parce qu'on vaut mieux que d'autres qui ne sont que des professionnels, certainement compétents et formidables, mais qui peuvent parfois un peu abuser de leur position. Bon. Et donc la même chose pour les mandataires sportifs qu'on a créés aussi. Voilà. Alors je ne vais pas faire l'énumération de tout ce qu'on peut faire pour le barreau, mais j'avais créé la pépinière aussi, boulevard de Sébastopol,
pour tous les avocats, jeunes avocats qui n'ont pas les moyens de payer un loyer dans un cabinet, j'avais dans l'immeuble de la CNBF, dans le dernier étage, installé 14 bureaux à peu près, individuels, des salles de réunion, une grande salle avec, comme dans les vestiaires du palais, des tox individuels, petites, pour qu'on puisse mettre sa robe, ses premiers dossiers et ses codes. Et les avocats, logés à la Pépinière, ne payaient que le bureau dont ils avaient besoin pour recevoir un client, 20 € de l'heure. Alors, ça fait il y a plus de 10 ans, mais ils ne payaient rien de plus. En revanche, ça a été privatisé par un de mes successeurs, avec qui je me suis beaucoup disputé à cet égard, car j'ai trouvé que c'était assez dommage. C'était en même temps le lieu où des avocats qui se remettent d'un accident de santé, d'une dépression, des femmes qui, ayant eu leur 3e ou 4e enfant, ne peuvent plus être à temps plein dans un cabinet, mais ont quand même des dossiers à traiter. C'était une manière, si vous voulez, de permettre un exercice avec, en plus, l'occasion de pouvoir parler à plusieurs dans les salles de réunion qui étaient prévues. Il y en avait 2 ou 3. Très peu de frais, puisqu'il y avait juste une personne à l'entrée, chacun ayant son téléphone mobile pour ses rendez-vous, et une secrétaire administrative payée très modestement, et puis un bureau pour un avocat honoraire qui se serait succédé, ces avocats honoraires, afin de donner des réponses techniques et juridiques aux jeunes avocats qui commençaient et qui étaient là. Donc c'était une idée qui n'était pas mal, et l'endroit commun était prévu pour 130 personnes, 130 casiers, et puis tout ça est devenu privatisé, et je ne suis pas sûr que ce soit aussi intéressant que ça l'était à mon époque. Alors il est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas fait de grandes fêtes. Parce qu'après, c'est devenu... Bon, je ne critique personne. Enfin, je n'ai pas fait personnellement de voyage de campus en Chine ou ailleurs pour essayer de convaincre avec 10 avocats que la Chine devait abandonner la peine de mort. Je n'ai pas envisagé ce genre de choses. En revanche, j'ai tenu à faire que les avocats de tous les arrondissements de Paris puissent rencontrer, ce qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire, le bâtonnier et des membres du conseil régulièrement. Donc, pendant mes années de bâtonnat, j'allais dans chaque mairie, je demandais au maire de me prêter sa salle des fêtes, j'y invitais tous les avocats de l'arrondissement pour échanger avec eux sur les problèmes qu'ils avaient, sur les solutions que nous essayions d'apporter à leurs difficultés. Et c'était assez amusant parce qu'il pouvait y avoir des rencontres un peu vives. L'excellente Madame Rachida Dati, pour qui j'ai grande estime et admiration, mais avec qui j'ai eu maille à partir à plusieurs reprises pendant mon bâtonnat, était maire du 7e. Et alors elle nous reçoit un jour, elle nous fait un petit discours d'accueil, et elle veut s'en aller. Je dis, Madame, restez, je veux pouvoir vous remercier, et vous dire d'abord l'estime que nous vous portons, l'estime que nous avons pour votre parcours, qui est effectivement assez exceptionnel, et vous dire aussi que le bruit court qu'un ancien ministre, une ancienne ministre peut être tenté de rejoindre le barreau. Alors si cela vous arrivez, et si cette tentation vous venez, je serai très heureux, je tiens à vous le dire, de recueillir votre serment et de devenir votre autorité de poursuite. Et elle avait, comme elle a beaucoup d'esprit, elle avait ri. Oui. Une question peut-être sur une autre fonction qu'a le bâtonnier, mais qui est déléguée, mais on l'entend beaucoup depuis que Vincent Nioret, que vous avez nommé en tant que délégué du bâtonnier à cette fonction, c'est les perquisitions dans le cabinet d'avocat. Il a fait sa première perquisition avec moi. Avec vous. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette fonction du bâtonnier qui est un peu plus en vue depuis quelques années, donc de délégation et de surveillance des perquisitions dans les cabinets d'avocats? D'abord, le bâtonnier a toujours été chargé d'assister aux perquisitions chez les avocats. Et simplement, il y a eu une période où les juges d'instruction, avant 2000, avaient pris l'habitude, certains d'entre eux, d'aller faire leur marché dans les cabinets d'avocats. Et de dire, alors qu'ils venaient en principe pour un dossier, en envoyant d'autres, « Ah ben, vous êtes aussi l'avocat d'un tel, je reviendrai ». C'est une dame, notamment, qui avait qui tenait ce genre de propos. Et donc, la loi de 2000
appliquée au 1er janvier 2001, qui est la loi qui a institué le JLD, le juge des libertés et de la détention, avait prévu, avant que les JLD ne soient en fonction au 1er janvier 2001, de donner leur fonction au président du TGI. Et à l'époque, le président du TGI était un monsieur très remarquable, M. Bagindy, à Paris, lequel a rendu 2 arrêts formidables, en juillet et en octobre, disant que la perquisition chez l'avocat et la saisie ne pouvaient avoir lieu d'un document que s'il manifestait intrinsèquement que l'avocat avait pu participer à une infraction. Mais c'était déjà remarquable, mais pas suffisant. Car quand le juge se présentait à la perquisition avec le représentant du bâtonnier ou le bâtonnier, on ne savait pas sur quoi il allait faire porter sa curiosité. J'avais fait à l'époque une tribune dans le Figaro pour demander que le juge d'instruction, avant d'aller en perquisition chez l'avocat, rédige une ordonnance circonscrivant le champ de sa perquisition. Le nom du prévenu ou de la personne à laquelle il s'intéressait comme juge d'instruction et les délits sur lesquels il était en train d'investiguer. Cette ordonnance, il n'était pas tenu d'en donner la copie, mais il devait en donner lecture, car la loi l'a prévu comme ça après, en donner lecture à l'avocat au moment où il va s'apprêter à rentrer, donner lecture à l'avocat, au bâtonnier, à l'avocat qui représente le bâtonnier, au moment où il va entrer chez la personne perquisitionnée. Et la loi que vient de voter le Parlement il y a 2 jours, 3 jours, fait encore mieux, puisqu'elle prévoit que le JLD doit intervenir avant même que le juge d'instruction ne décide d'une perquisition. Le JLD devra être consulté et pourra s'opposer à la perquisition, alors qu'elle n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire qu'on va d'un système où le bâtonnier pouvait demander que soient mis sous scellé des papiers que voulait saisir le juge d'instruction, des configurations informatiques, pour que le JLD ensuite dise s'il est d'accord ou non pour que ce soit versé au dossier de l'instruction. Maintenant, le JLD devra être consulté avant pour savoir s'il légitime ou non la perquisition envisagée. Ce qui est très important et très remarquable. Belle avancée. Et là-dessus, merci Éric Dupond-Moretti, qui a d'ailleurs été un peu dépassé par le Parlement qui, j'ai l'impression, va plus loin encore que lui. Oui. Une autre question sur un mandat que vous avez eu après celui de bâtonnier, le mandat de président du Conseil national des barreaux, qui alors là est une institution encore moins connue que le mandat de bâtonnier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle donc du Conseil national des barreaux et le rôle du président de ce conseil? Son rôle est de... Il a 2 rôles. Le premier, c'est de représenter la profession tout entière, province, Paris compris, devant les autorités, auprès des autorités publiques. Et le deuxième rôle, c'est d'unifier les règles déontologiques. Il faut savoir qu'avant la création du CNB, les 161 barreaux de France avaient chacun son règlement. La plupart du temps, inspiré du règlement intérieur du barreau de Paris, qui est à lui seul, représente pratiquement à lui seul la moitié des avocats de France, un peu moins. Mais ces dissensions entre les barreaux ont fait on a senti comme nécessaire d'unifier la profession. Il faut savoir que quand j'étais membre du Conseil de l'Ordre, donc il y a bien longtemps, lorsqu'on était appelé à parler avec des parlementaires, des pouvoirs publics, on faisait la queue, je me rappelle avoir fait la queue comme ça, en représentant le barreau de Paris, avec le représentant de la conférence des bâtonniers, le président de l'Association nationale des avocats de France, le président de l'UJA de Paris, le président de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, le président de... etc., etc., etc. Et vous aviez comme ça une succession d'avocats représentant chacun des intérêts quelquefois communs, souvent disparates. Et évidemment, les parlementaires et les hommes politiques s'en réjouissaient, puisque la possibilité de faire une union à la manière de tribu gauloise leur rendait la tâche beaucoup moins délicate. Et donc, le CNB, qui a été fondé, et dont le premier président a été le bâtonnier d'Année, l'ancien bâtonnier de Paris,
qui a été fondé il y a maintenant 27 ans, le CNB, Conseil national des barreaux, avait pour vocation d'unifier. D'un côté, le barreau de Paris, de l'autre, la conférence des bâtonniers, élisant chacun des deux des délégués ordinaux, et puis un scrutin avec une proportionnelle qui fait que chacun peut présenter sa liste, chaque syndicat, chaque association diverse, ça peut être les retraités, ça peut être les femmes en colère, ça fait, bon, etc., etc. Et vous avez comme ça 82 membres dans une diversité de représentation étonnante. Cela étant, quand j'ai pris mes fonctions de bâtonnier, j'ai découvert qu'il y avait une fausse union, puisque le président du Conseil national des barreaux, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de Paris continuent à avoir chacun son rôle, et de temps en temps, ils se voyaient au sein d'un GIE, tous les trois, composant le GIE, pour discuter de temps en temps de problèmes communs. Et donc, j'ai initié une réforme pour que le bâtonnier de Paris et le président de la conférence des bâtonniers soient de droit membres du bureau du CNB, afin qu'il y ait une unité. Et je l'ai fait parce que je me suis moi-même, pendant le bâtonnat, présenté au CNB comme membre ordinal, et comme ça ne pouvait pas être ensuite le cas de mon successeur qui n'avait pas été élu, j'ai fait en sorte que la réforme dise que, de droit, le bâtonnier de Paris et le président de la conférence des bâtonniers soient membres du CNB. Cela dit, sous ma présidence, ça ne s'est pas bien passé. J'ai eu des difficultés sur lesquelles je ne vais pas appesantir, mais avec des tirages entre les uns et les autres, avec moi. Bref, à un moment, j'ai claqué la porte et j'ai démissionné au bout d'1 an et demi. Ça ne condamne pas l'institution, mais ça oblige à réfléchir sur l'institution. Car, en réalité, ça fonctionne, je parle très franchement, le CNB fonctionne, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ancien bâtonnier de Bordeaux au moment de ma démission, comme un parlement à la libanaise. Chaque groupe, chaque syndicat, défend son point de vue, son propre intérêt, la CE, bon. Je ne blâme personne, mais ça n'est pas le reflet de l'ensemble du barreau de France. Et surtout, la composition est tout à fait disparate, puisque les membres ordinaux de la conférence, qui représente la conférence des bâtonniers, sont élus au suffrage universel de manière extrêmement étendue, alors que les membres ordinaux représentant Paris sont élus par les 42 membres du barreau de Paris, et pas par le suffrage universel. Donc tout ça fait que ça boite encore, et que même si de temps en temps les choses ont l'air d'être positives, il y a beaucoup de choses négatives. Je vois que en ce moment, le CNB donne la main à la nouvelle directive, la DAC 6, qui oblige les avocats fiscalistes à communiquer à l'administration fiscale les consultations qu'ils donnent à leurs clients pour optimiser leur situation fiscale, pas pour frauder. Bon. C'est-à-dire que c'est le combat que j'avais mené autrefois, terminé. Et je ne veux pas avoir l'air ni d'un aigri, ni d'un has-been, ni d'une sorte de héros qui est trahi, mais je constate des faits. Et je trouve ça très dommage. Bon, cela dit, l'avenir est à vous. C'est vous qui changerez tout ça. Alors nous sommes revenus sur vos différentes fonctions institutionnelles et on se demandait du coup si vous gardiez aujourd'hui encore un rôle avec une certaine proximité avec ces différents mandats que vous avez effectués, même si vous aviez... Non, je ne suis plus aujourd'hui ni président d'une section du conseil de discipline, ni chargé de mission à l'ordre. Je suis un avocat de base qui aide comme il le peut à chaque fois qu'on lui demande des confrères qui ont besoin de conseils ou autres, et je le fais à titre personnel, mais je ne suis pas un revenant qui ne chercherait qu'à continuer à perpétuer la mission qu'il a eue. Place à l'avenir. Même si je n'ai pas l'intention de démissionner de ma fonction d'avocat.
quel est votre souvenir le plus marquant de votre mandat de bâtonnier? Que ce soit une intervention ou que ce soit l'avancée la plus marquante et celle que vous gardez en tête, un moment marquant de ce mandat de bâtonnier. C'est probablement... il y en a plusieurs, parce que, si vous voulez, dans les combats qu'on mène, d'abord on n'est jamais tout seul, il y a l'ordre tout entier, bon, qui vous soutient quand vous ne proposez pas de choses ineptes. Mais je pense que ce qui a été pour moi le plus marquant, c'est ce que j'ai pu faire justement pour les jeunes avocats qui étaient en mal d'établissement. La création de la pépinière a été pour moi un souvenir extrêmement ardent, qui a été célébré par mon successeur, le bâtonnier Castelin, qui l'a poursuivi. C'est après qu'elle a éclaté, qu'elle a disparu. Mais c'est tout ce qui était fait, si vous voulez, pour aider les jeunes confrères à se développer, à trouver le moyen de vivre du métier tout en le pratiquant avec enthousiasme, c'est ce qui était le plus important pour moi, y compris notamment pour les femmes qui, étant enceintes, voulaient continuer à être avocates et ne pas cesser la profession. Et si vous voulez, je pense à tout cela avec beaucoup de satisfaction, comme les combats que j'ai menés pour que soit améliorée la rémunération des avocats à l'aide juridictionnelle, avec les permanences en garde à vue et le reste, ça s'est passé sous mon bâtonnat. De même que avait été améliorée et transformée la souricière, grâce au secrétaire de la conférence des promotions de mon bâtonnat, qui m'avait rapporté dans quelles conditions étaient traités les gens à la souricière. On avait poussé un hurlement, et finalement, ça a été transformé, et mon successeur a pu inaugurer les nouveaux locaux que Madame Dati avait fait transformer. Mais, si vous voulez, c'est tous les jours que se posent des questions aux bâtonniers. Il faut qu'il soit très proche des confrères et qu'il accepte d'être en première ligne souvent. Je prends un exemple. Je me rappelle qu'un jour, une jeune avocate, est venue me voir parce qu'elle faisait l'objet d'une situation insupportable. Elle était chez un confrère qui était son patron, comme on disait à l'époque, et qui était tombé éperdument amoureux d'elle. Alors, il ne l'agressait pas sexuellement, il n'y a pas eu de choses comme ça, mais il l'a harcelée de sa passion et elle voulait s'en aller. Elle donne sa démission et il veut lui imposer un préavis de 3 mois. Et elle était en pleine dépression, la malheureuse. Alors, de mon bureau de bâtonnier, j'ai appelé le confrère et je lui ai dit, écoutez, ce qui est de l'ordre de nos sentiments et de nos passions, on ne peut pas toujours les maîtriser, et ça n'est pas indigne. Mais elle part demain. Vous comprenez? Elle part. Il me dit, oui, monsieur le bâtonnier. Bon. C'est une petite chose, mais c'était important pour elle, et ça fait partie des choses que le bâtonnier doit faire. Et pas déléguer, toujours tout déléguer. Alors évidemment, il faut beaucoup travailler. De même qu'il y a une chose que j'avais remarqué, le bâtonnier reçoit énormément de courriers. Et il y a un service du courrier. Mais très souvent, à l'époque où j'étais bâtonnier, ou plutôt tout le temps, je m'en suis aperçu assez vite, les courriers recommandés qui mettaient en cause un des membres du conseil qui n'avait pas répondu précédemment, c'était le bâtonnier qui était en cause. Ça a échappé au bâtonnier. Et donc j'ai exigé que me soient remis toutes les lettres commandées. Ben, oui, pour pouvoir dire, cher confrère, comment se fait-il que pour 2 fois, il n'y ait pas eu de réponse? Ah oui, monsieur le bâtonnier, excusez-moi, je m'en occupe. Bon. Mais si vous ne le faites pas, il se passe quelque chose de terrible, qui est dans toutes les institutions humaines un peu bureaucratiques, c'est que ça part à volo, on ne répond pas, et les gens finissent par perdre confiance dans l'institution. Donc il faut être là-dessus, effectivement, très... Alors on n'est pas parfait, mais il faut être extrêmement diligent et attentif. Et peut-être la dernière question sur ce rôle de bâtonnier. Le bâtonnier peut également intervenir lors d'un procès ou d'une audience qui tourne mal. Oui, bien sûr. C'est également une des missions que le bâtonnier peut avoir. Alors ça m'est arrivé... oui, ça m'est arrivé dans le procès Colonna.
notamment, mais dans d'autres. Et c'est important parce que je prends cet exemple pour une raison simple. Une loi en France fait que quand un avocat est récusé aux assises par son client, la présidente ou le président peut le commettre d'office et exiger qu'il soit là, même si son client ne veut pas qu'il plaide. C'est absurde. Et quand j'étais membre du Conseil de l'Ordre, j'avais siégé le jour où était jugé, parce qu'il avait été renvoyé devant le Conseil de discipline, un confrère éminent, Thierry Lévy, qui est mort aujourd'hui, et qui avait été récusé à la cour d'assises de Bordeaux. Et à la cour d'assises de Bordeaux, le président avait exigé qu'il plaide. Il avait dit, mon client refuse que je plaide, je ne vais pas accuser la commission d'office, ça n'a pas de sens. Et il était sorti. Et il avait été poursuivi. Le conseil de discipline, de l'ordre, ça se confond à Paris, les deux sont la même chose, on l'a bien entendu relaxé, condamné à la cour. Un blâme ou un avertissement. Bon, mais... Et avant mon bâtonnat, je découvre une histoire extraordinaire qui s'était passée en Italie. Le bâtonnier Croce de Turin, au moment des Brigades Rouges. Les Brigades Rouges, un certain nombre de membres sont jugés. Et personne ne les défend, et le bâtonnier Croce se commet d'office lui-même pour défendre les Brigades Rouges. Qu'il injurie à l'audience, lui crache au visage, lui dit de se taire. Mais il reste là, il continue. Puis un soir, en rentrant chez lui, à son cabinet, il est assassiné par des complices des Brigades Rouges qui étaient en liberté. Donc c'est une situation absurde, et pendant ma campagne pour le bâtonnat, j'avais fait diffuser le DVD qui racontait tout ça, que m'avaient prêté des confrères italiens. Et donc, du coup, j'ai estimé qu'il n'y avait aucune raison d'imposer à un avocat d'être commis d'office. Et au procès Colonna décide de récuser ses avocats. Alors je suis allé le voir, à une suspension, pour lui demander s'il était bien certain de vouloir récuser. J'ai parlé avec lui, confidentiel, mais je suis sorti en étant persuadé que c'était bien lui qui décidait, qu'il n'était pas manipulé et qu'il ne voulait plus d'avocat. Et ses avocates et avocats ont dit, on ne va pas rester. Le procureur général de l'époque, en vertu de la jurisprudence ancienne, me demande de les poursuivre. Et je lui ai dit non. Et je lui ai rappelé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950, qui dit que toute personne a le droit d'être assistée d'un avocat ou de se défendre elle-même. Alors, notre législation, une fois de plus, était contre le droit européen. Et donc, le procureur général, qui était un homme intelligent, n'a pas assisté. Et depuis, c'est fini. On ne peut pas poursuivre un avocat parce que, étant récusé, on lui imposerait de continuer à plaider. Ça voudrait dire quoi, d'ailleurs? Que les magistrats se sentent si peu sûrs d'eux-mêmes qu'ils ont besoin d'un témoin avocat pour être sûrs qu'ils ne commettent pas de bavure? Ça veut dire. C'est grotesque. Vous exercez le droit de la presse. Peut-être une question plus personnelle. Vous êtes passionné de littérature, mais également de théâtre. Vous êtes comédien. Est-ce que c'est justement cette passion qui vous a amené au droit de la presse, ou est-ce que c'est justement dans la droite lignée de la propriété intellectuelle que vous avez étudiée, etc. Écoutez, le droit de la presse, c'est pas tout à fait la même chose que la propriété intellectuelle, mais c'est l'expression d'une liberté créatrice que l'information et le droit de la presse. Et c'est vrai que c'est une liberté tellement essentielle de pouvoir dire ou exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, que c'est un domaine tout à fait important, et où on peut, en même temps, puiser dans la culture que l'on peut avoir lorsqu'on plaide, notamment dans les affaires qui ont un caractère un peu politique. J'ai plaidé pendant des dizaines d'années, j'ai plaidé, je continue encore, à plaider non seulement pour ou contre des journaux ou des journalistes, mais également dans les affaires de diffamation à caractère raciste, antisémite, homophobe, pour la LICRA, de manière totalement bénévole, et contre des hommes politiques, que je ne citerai pas par leur nom, mais vous allez imaginer facilement lesquels,
Et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel on va au-delà de ce qui est simplement le droit. Il y a une question de principe, de valeurs qui sont au cœur du problème de la presse. L'estime de l'autre, l'humanité que l'on doit servir. Et ce vers de Victor Hugo, si remarquable, ô insensé qui croit que je ne suis pas toi. Et cette idée de l'autre qui est lui-même, mais qui est un autre moi-même, pour reprendre le mot de Christiane Taubira, fait que le service de la liberté d'expression et en même temps la poursuite des abus qui peuvent blesser terriblement est un métier magnifique. Alors, on va introduire le grand procès sur lequel on voulait revenir avec vous, qui est un procès pour crime contre l'humanité, le premier en 1987 en France, le procès Barbie. Vous assistez, si je ne me trompe pas, Nicole Gompel. Bravo, exact. La fille d'un ancien professeur du Collège de France, mais je pense que vous vous rappellerez mieux que moi le parcours qui était le sien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce procès? Il me semble qu'il y avait une difficulté qui se posait pour la partie civile que vous représentiez, étant donné que c'était côté résistant. Et peut-être une question autour du comportement qu'avait eu Jacques Vergès à l'époque et qu'avait interrogé. Vous avez très bien connu Jacques Vergès, vous étiez un des premiers à avoir rendu hommage après son décès. Donc voilà, peut-être revenir assez largement sur Alors je me suis beaucoup battu avec lui pendant ce procès Barbie, mais ça n'avait pas empêché d'être son avocat dans une affaire de presse auparavant, et de le blâmer pour un certain nombre de comportements, tout en rendant hommage à une forme de courage et d'indépendance d'avocat qui n'était pas dérisoire. Mais le procès Barbie, c'est un moment historique tout à fait exceptionnel. D'abord, on juge en 1987 un bourreau nazi qui a cessé ses fonctions 40 ans plus tôt, un peu plus de 40 ans plus tôt. Tout le problème de l'imprescriptibilité est posé à ce moment-là. D'autant que l'imprescriptibilité a été décidée après la guerre, juste après la guerre, pour en fait avoir un effet rétroactif pour tous ceux qui avaient commis des crimes avant, et d'un seul coup, alors qu'ils auraient pu parler de prescription, ils se retrouvaient emportés dans l'extraordinaire mouvement de la justice qui, elle, ne connaît plus de limite à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que au XVIIIe siècle, Voltaire avait déjà eu une sorte d'intuition, non pas du crime contre l'humanité, mais quand même. Dans un article de son dictionnaire philosophique qui s'appelle « Délits locaux », il dit deux choses. On peut être coupable en un ou deux points de l'hémisphère et parfaitement innocent dans le reste du monde. Ça, c'est la relativité du droit local. Mais il ajoute, mais il y a des crimes qui révoltent l'humanité tout entière. Et c'est une idée de Voltaire, qui est donc tout sauf un médiocre, et qui n'est pas un juriste non plus, mais c'est une très belle pensée. Et en fait, c'est là-dessus que s'est fondée la décision des nations après la guerre de 39-45 de juger sans limite, dans le temps ni dans l'espace, où qu'ils soient, à quelque moment qu'on les retrouve, ceux qui avaient été coupables de crimes de cette nature. Barbie était un exemple criant de cette cruauté barbare, et je ne vais pas reprendre tout ce que vous savez déjà sur ces crimes. Mais il s'était posé une question concernant le professeur Gompel. Car Marcel Gompel était d'origine alsacienne, remarquable personnage, qui était professeur au Collège de France, je dis, qui était également l'actionnaire majoritaire à un moment d'une très grande société commerciale française, les Dames de France, et qui avait, dans son rôle de président de la société à l'époque,
inventé avant 1936 les congés payés, le repos du dimanche, etc. Oui, un type exceptionnel. Je ne l'ai pas connu évidemment, puisqu'il est mort à ma naissance, mais c'était un homme exceptionnel. Et à plus de 70 ans, il est dans la résistance. Sur la place Bellecour, à Lyon, les nazis, assistés de quelques policiers français, entourent la place et arrêtent tout le monde en disant « les juifs d'un côté, les non-juifs de l'autre ». Et Gompel, dont le patronyme, comme la plupart des patronymes alsaciens, peut aussi bien désigner un catholique, un protestant ou un juif, va du côté des juifs. Parce qu'il a sur lui la liste des membres de son réseau, en langage codé, mais il a quand même cette liste sur lui. Et il pense qu'en attirant l'attention, c'est ce que pensait Nicole, sa fille, sur sa qualité de juif, on ne chercherait pas plus loin. Mais Barbie ne se contente pas de ça, trouve la lettre, la fiche, et va le torturer pour lui faire dire qui sont les personnages qui sont sur ce document. Il est suspendu par les pieds au-dessus d'une cuvette d'ammoniac, il étouffe, ensuite il est torturé à la baignoire, il entre dans le coma, ranimé à l'eau bouillante, et brûlé au 4e degré, il est transporté à la baraque aux Juifs de Montluc, où André Frossard le recueille, et en 3 jours, le malheureux Gompel mourra entre les bras d'André Frossard. Frossard m'a dit, il avait tellement mal qu'on le portait pour aller aux toilettes, et il hurlait de douleur au moment où on lui permettait de faire ce qu'il avait à faire. Et la question se pose, procéduralement, est-ce que Gompel a été torturé comme résistant, et c'est un crime de guerre, prescription 10 ans, ou comme juif, crime contre l'humanité. Et donc cette distinction, quand même, est extrêmement déplaisante. Ce qui fait que la Cour de cassation a dit que le régime juridique du crime contre l'humanité ne s'appliquait pas seulement à ceux qui étaient victimes, comme les juifs, les tziganes et les autres, du crime nazi voulant supprimer une espèce humaine de la Terre, mais que ce régime de l'imprescriptibilité s'appliquait aussi à ceux qui avaient été torturés et qui étaient morts en raison de leur combat contre l'idéologie nazie. C'était d'une grande sagesse. Et c'est comme ça que le procès a eu lieu. Alors ce procès a été tout à fait important. Vous savez que Barbie n'est resté que 2 jours. Et il a appris une chose importante. Les victimes qui l'ont vu le premier jour ont vainement attendu de lui un regard, quelque chose, une compassion. Pas plus Barbie que les accusés du procès du Nuremberg, ou que Papon qui tordait l'oreille comme ça, comme tous, ou Eichmann, même si les degrés de culpabilité ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en réalité, il ne se passe rien comme échange entre la victime et le bourreau. Rien. Ce qui est important dans le procès, c'est que soit rendue à la victime sa dignité d'être humain, de personne humaine. Puisque ces victimes des crimes contre l'humanité se sont vues nier leur humanité. Parce que André Frossard, dans son livre, dit « Qui était-il ? Il était coupable d'être né. » C'est une expression terrible de lui-même, petit-fils d'une grand-mère juive. Et donc, le procès est important, non pas pour faire condamner, mais pour restituer à la personne qui a été victime sa dimension de personne humaine et sa dignité grâce au regard et au jugement des autres. Et c'est à ce procès, Barbie, que j'ai entendu un témoignage extraordinaire qui m'a marqué pour très longtemps, qui est celui d'un témoin venant raconter ce qu'il avait vécu. Il était depuis peu de temps dans un camp d'extermination, sinon il serait mort, mais il était depuis quelques semaines. Et un matin, au-delà des barbelés, il voit sur les élévations autour du camp des hommes en armes. Il pense qu'il hallucine. C'était les Alliés. Et il voit ces jeunes hommes canadiens, anglais, américains descendre la petite pente jusqu'aux barbelés. Avec de grandes cisailles, ils coupent les barbelés. Ils entrent dans le camp et ils voient à ce moment-là le spectacle abominable
des cadavres, des squelettes, des malheureux en train de mourir. Les plus jeunes, dit le témoin, vomissent et pleurent. Les plus costauds montent dans les miradors, saignent les sentinelles, les ramènent en bas, dans la cour. Et à ce moment-là sortent des baraquements, ceux qui peuvent encore marcher, et qui assistent à ce spectacle incroyable de leurs bourreaux, sans armes, entourés de soldats en armes. Et le témoin continue et dit, les Alliés nous ont dit, on ne peut pas rester, on doit continuer la guerre, mais on va revenir. Dans l'intervalle, on va vous laisser de la nourriture, des armes, et on va distribuer les rôles. Ils ont confié à certains le soin d'enterrer ceux qui allaient mourir, à d'autres le soin de distribuer les rations de nourriture qu'ils ont laissées, et puis à d'autres, enfin, ils ont remis des armes pour garder des gardiens. Et ils sont partis. Et le témoin dit, et nous nous sommes retrouvés armés en face de nos tortionnaires sans armes. Notre unique pensée, notre seule obsession, a été qu'ils ne tombent pas un cheveu de leur tête avant d'avoir été remis à une justice. Et nous nous sommes privés sur nos rations de nourriture pour qu'ils ne manquent de rien. La nécessité de la justice. Voilà un des moments les plus forts pour moi du procès Barbie. Vous l'aviez un petit peu évoqué dans le cadre du procès Barbie, mais plus généralement dans le cadre d'un procès historique, quelle est la place de la victime selon vous ? À un moment où on a le sentiment que les médias prennent possession du procès, si on suit les chaînes de télé d'actualité, on retrouve aujourd'hui, que ce soit de l'affaire Nordal-Lelandais ou d'autres affaires, le sentiment qu'au fond, sur les plateaux télé, on tapait 1, il est coupable, tapait 2, il est innocent, et la justice peut se rendre sur ces plateaux, mais très souvent tournée vers la partie civile, vers les victimes, vers la famille de la personne qui est décédée, par exemple. Dans le procès historique, tel que le procès Barbie, ou le procès Papon, auquel j'étais aussi, je plaidais 2 fois contre Papon, une fois dans un procès en diffamation qu'il avait fait à une journaliste, et puis ensuite le procès de Bordeaux. Le procès pour crime contre l'humanité, qui est fait en général longtemps après les crimes, il n'y a pas de procès pour crime contre l'humanité qui se fasse le lendemain des crimes contre l'humanité. On le voit avec la CPI notamment. C'est un procès qui est fait à un moment où les faits sont établis, les crimes appartiennent horriblement à l'histoire, sont toujours présents pour ceux qui en ont été victimes, mais il n'y a pas de débat autour des faits eux-mêmes, ou simplement pour approfondir la connaissance qu'on en a et les circonstances dans lesquelles ils ont été accomplis. Cette dimension du temps, je vois, à l'imprescriptibilité, permet en fait une sorte d'intensité en même temps que de distance. Une intensité à cause de l'effroyable nature des crimes contre l'humanité, une distance à cause du temps qui sépare le présent du passé, et une sorte de sagesse, y compris de la part des victimes elles-mêmes. Quand on entend les Arméniens demander justice, le procès qui serait fait éventuellement, s'il y avait encore des coupables, qu'on puisse identifier, n'aurait rien à voir avec un procès de crime comme celui de Nordal-Lelandais que vous évoquiez ou d'un autre. Et moi j'ai suggéré déjà, compte tenu de l'absence de l'auteur, l'absence mentale de l'auteur des crimes contre l'humanité à son propre procès, pourquoi n'aurait-il pas un procès par contumace dans la tragédie arménienne ? Ça permettrait de résorber des plaies. De dire, et puis de voir reconnu à ceux qui sont les enfants des victimes et les petits-enfants des victimes que ce fut bien un crime contre l'humanité. Bon. En revanche, je suis très réservé sur l'idée de rendre publics les procès d'aujourd'hui, les procès criminels, et surtout j'ai une grande réserve à l'égard d'une sorte d'abus du tribunal médiatique
au détriment du tribunal judiciaire. Je trouve qu'il y a une sorte de glissement tout à fait contraire à l'esprit de la loi et de la justice, lorsque on entend sur des plateaux de télévision ou ailleurs les journalistes en dire plus qu'il faut en dire, mais ils pensent qu'ils s'exonèrent en disant le présumé coupable. En fait, on sait très bien que le présumé n'est là que parce que c'est obligatoire. Et puis je reproche aussi à tous les procureurs de ne pas pouvoir s'empêcher de parler à chaque fois qu'il y a une affaire. Si vous regardez l'article 11 du Code de procédure pénale et son 3e paragraphe qui prévoit que le procureur peut parler sur une affaire, c'est dans 2 circonstances. Quand il faut rétablir une vérité ou faire cesser un désordre public, ou rétablir l'ordre public. À chaque fois qu'il y a une affaire, le procureur de la République monte au créneau et parle. Il y a un abus, là aussi, de la médiatisation par le ministère public lui-même des affaires. Vous savez, un de mes prédécesseurs, premier secrétaire de la conférence, qui était mort avant que je ne devienne avocat, distinguait 3 sortes d'avocats. On peut les appliquer au procureur. Les avocats à la cour, les avocats de cour, les avocats sur cour. Et je trouve assez jolie cette définition, qui est maintenant bien ancienne, mais qui s'applique de mieux en mieux à beaucoup de monde. Justement, on parle d'affaires médiatiques. Est-ce que l'intégration d'une justice filmée, comme le veut le garde des Sceaux, peut être positif ou justement négatif au regard de ce qu'on voit aujourd'hui? Je ne suis pas du tout de son avis. Je sais que j'ai estimé amitié pour Éric Dupond-Moretti, mais c'est une erreur. D'abord, il ne pourrait y avoir de film des procès qu'à la condition que les intéressés y consentent. En deuxième lieu, qui pourrait voir et quand pourrait-elle le voir ce procès? Je vous rappelle que pour les procès Barbie, Touvier, Papon, il y a une limite qui a été fixée dans le temps avant qu'ils ne puissent devenir, que leur cinématographie puisse devenir publique. Et on en a vu des extraits, ça a été un peu... Ouais, mais la règle, c'était quand même ça. Quel est l'intérêt de filmer le procès de Norman Lelandais ou de Fourniret pour le publier tout de suite à la télé? Est-ce que ça va améliorer d'une manière ou d'une autre la perception qu'ont nos concitoyens, qui ne sont pas formés au droit, leur perception de la justice, de la loi, de la légalité, du respect à la fois de celui que l'on juge et de celui qui se plaint? Est-ce qu'on ne va pas chercher le sensationnel, comme on le fait avec la rubrique des faits divers? Que la justice essaye de refléter le plus possible une conscience collective, c'est-à-dire, à travers le droit, ce qui est perçu comme injuste, comme illégal, comme insupportable. Bon, que la conscience collective, qui évolue plus vite que la loi, fasse que la loi évolue. Très bien, ça a été le cas de l'avortement. Grâce à Gisèle Halimi, très grande dame, et qui m'honorait de son amitié, la loi sur l'avortement, qui n'avait pas encore été promulguée, ni votée, a pu être ensuite votée. Alors qu'à l'époque où elle plaide, les femmes qui avortent sont punies d'emprisonnement ferme. Et elle fait la démonstration que la conscience collective qu'elle représente à ce moment-là a évolué beaucoup plus vite que ne peut évoluer la loi. Et elle l'a fait évoluer, la loi. Donc ça, c'est important. Mais ça ne se passe pas de manière tapageuse, avec des caméras de télévision, des projecteurs partout. Bien sûr que ça a été rendu public par un débat, mais pas par le film du procès lui-même. Et donc, je suis très réservé, très très réservé. Avant-dernière question, mais qui en fait en regroupe 2, peut-être basée sur une affaire médiatique assez récente, sans forcément la citer, qui concerne le secret professionnel de l'avocat, et également au fond une forme d'inégalité des armes entre la défense et le parquet.
Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que ça se confirme, il y a bien une inégalité des armes, et comment cela pourrait changer entre la défense et le parquet? Et est-ce que l'avocat est particulièrement en danger malgré les tentatives au fil des années de renforcer le secret de l'avocat? On se rend compte que malgré tout, les jurisprudences qui sont rendues ne vont pas dans le sens de la loi, et que ça peut même conduire à ce qu'un de vos confrères soit... Bon, vous évoquez plusieurs choses. Sur le plan de l'égalité des armes, nous sommes à égalité d'armes. Simplement, on ne s'en sert pas, nous les avocats. Moi, j'enseigne à l'école du barreau quand je fais une conférence, bénévolement, je précise. Je n'hésite pas à parler du devoir d'insolence que je pratique. Je vais donner un exemple. Un de mes amis très cher prêtait serment au barreau de Paris. C'est un avocat du Togo qui a été un combattant pour les droits de l'homme remarquable, qui ne s'est pas enrichi du tout, et qui est d'ailleurs officier de la Légion d'honneur française. Dire que ce n'est pas le premier venu, plus jeune que moi. Et il prête serment au barreau de Paris. Je demande à la bâtonnière à l'époque de me laisser faire prêter serment, elle me dit bien sûr. Et donc je vais à la première chambre de la cour. C'était au mois de janvier 2020, je crois. Et je vais à la première chambre de la cour, ou 2019. Peu importe, enfin c'était un an après que Mme Marie-Aimée Perron était devenue bâtonnière. Il y a les 40-50 futurs avocats qui sont là à gauche. La cour entre, l'avocate générale, pas la procureure générale, une avocate générale que je ne connais pas, entre aussi. Et puis, la présidente fait un petit discours pour les futurs avocats, comme elle le fait toujours, très convenable, très courtoise, et donne la parole à l'avocate générale. L'avocate générale se lève, et à ce moment-là, les 40 ou 50 futurs avocats se lèvent d'un seul mouvement. J'appelle la parité isolante, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, cette avocate générale exige que les avocats soient debout, les futurs avocats soient debout quand elle parle. Je dis, c'est pas possible. Et puis elle fait un discours aux futurs avocats en disant, vous devrez respecter non seulement la loi, mais les magistrats, la justice, pas le plaidoirie de rupture, ça ne sert à rien, il faut être extrêmement courtois et efficace. La parole m'est donnée. Je me lève, et je dis, Madame l'avocate générale, en vertu de l'égalité des armes, j'exige de mes futurs confrères et consoeurs qu'ils restent assis quand je parle. Petit froid dans la salle. Et puis nous sommes aujourd'hui dans cette première chambre de la cour d'appel de Paris, dans cette très belle salle dont le plafond a été peint par le peintre Bonnat de Bayonne. C'est aussi la salle d'audience où le 13 février 1942, la Cour d'appel de Paris a rendu les ignobles arrêts, ratifiant les immondes arrêtés du Conseil de l'ordre du barreau de Paris, chassant les juifs du barreau. Pas de plaidoirie de rupture, avez-vous dit? Plainte de Madame le procureur général à mon égard. Alors, j'ai répondu à la bâtonnière en rappelant que je ne voulais faire aucun rapprochement entre l'acrimonie de Mme Chanrenaud, qui, pour la deuxième fois, portait plainte contre moi, et le fait que j'avais été l'avocat de Roland Dumas contre son mari, le procureur Chanrenaud, dans une affaire qui s'était terminée par la condamnation de la France à Strasbourg. Bon, voilà, devoir d'insolence. Il ne faut pas... L'égalité des armes se revendique. Et je vais rendre hommage à quelqu'un qui est une grande bâtonnière, qui a été une grande bâtonnière de Fort-de-France, Madame Danielle Marceline. Lorsque l'ancien palais de justice de Fort-de-France, où j'ai eu l'occasion de plaider des dizaines de fois, c'est la ville de province où j'ai le plus plaidé. J'ai très peu plaidé à Limoges, mais à Fort-de-France, j'ai dû faire depuis 82 120 ou 130 voyages à Fort-de-France. Et lorsque l'ancien palais de justice datant de l'époque coloniale, qui était charmant, très beau, très vieux palais, s'est révélé un peu trop insuffisant, on a construit un nouveau palais de justice. Et là, Danielle Marceline, avocate, a fait savoir aux autorités locales qu'il n'était pas question de répéter l'erreur du menuisier. C'est Moreau Jaffery qui avait dit un jour à un procureur, rappelez-vous que vous devez votre position élevée, monsieur le procureur, qu'il y a une erreur du menuisier.
Et elle avait donc dit, il faudra que le procureur soit au même niveau que la défense. Ce qui se passe au Québec, enfin dans les pays civilisés, c'est comme ça que ça se passe. Le procureur de la couronne, il est sur le même plan que l'avocat. Et on dit, oui, bien sûr, madame le bâtonnier, bien sûr. Puis alors, la construction est édifiée, va avoir lieu l'inauguration, et là, qu'est-ce qui se passe? L'erreur du menuisier a été répétée. Et là, Daniel Marceline dit, nous n'entrerons pas dans ces salles d'audience et nous ne paierons pas. Oh, madame le bâtonnier, non, j'avais prévenu, je l'avais dit, nous ne céderons pas. C'est une erreur, mais ça va coûter très cher. Mais c'est votre problème, c'est pas le mien. Et lorsque, quelques temps plus tard, je suis allé pour la première fois dans ce nouveau palais de justice, je me suis dirigé vers un homme en robe qui était assis, et je l'ai pris pour l'huissier. Je lui ai dit, mon cher maître, je ne suis pas l'huissier, je suis le procureur, m'a-t-il dit. Voilà, l'égalité des armes, c'est un fait, ça se revendique, et c'est à nous de ne pas baisser les armes. Que ce soit très clair. Alors pour finir, vous vous définissez comme un homme libre et nous voudrions savoir si c'est ce que vous retirez de votre carrière. Que retirez-vous de votre carrière? Est-ce vraiment... D'abord, ce n'est pas une carrière. Je fais un métier d'itinéraire, on va dire un itinéraire. Voilà. Parcours, carrière, ça fait... écoutez, j'espère avoir été utile à ceux qui ont bien voulu me faire confiance. Je n'ai pas tout réussi. Évidemment. Je ne pense pas avoir méconnu l'essentiel des valeurs qui font la profession d'avocat. Vous savez, c'est un métier, je dis que ce métier repose sur 5 piliers. C'est une profession de service dans le domaine du droit. Nous sommes indépendants, quelle que soit la forme d'exercice. Indépendants, bien sûr, du pouvoir, indépendants de la presse, indépendant de l'argent. Et quelle que soit la forme d'exercice, artisan, associé, collaborateur, libéral ou salarié, on est indépendant. Personne ne peut vous imposer de défendre selon une autre ligne que celle que, en conscience, vous estimez être la bonne. Troisièmement, nous sommes affront au secret le plus absolu, qui n'est pas un privilège, malgré le faux ami anglais du legal privilege, mais qui est un devoir pour l'avocat. Car c'est le droit de toute personne en démocratie de pouvoir être défendu par un confident nécessaire qui ne la trahira pas. Quatrièmement, nous sommes absolument intransigeants sur le conflit d'intérêts. Il n'y a pas de magouille en étant l'avocat de l'un et de l'autre en même temps. Cinquièmement, nous sommes désintéressés. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas gagner notre vie le mieux possible. Mais nous ne sommes pas les associés de nos clients. Nous ne sommes pas déterminés simplement par l'espoir d'un enrichissement. Bien sûr qu'il faut être payé. Vous savez, quand j'étais stagiaire, toutes les commissions d'office, tribunal pour enfants, flagrant délit, saisine directe, comparution immédiate aujourd'hui, les permanences au tribunal permanent des forces armées, tout ça était bénévole. On n'avait pas un centime. Pas un centime. Et c'était pas incommode. Hein. Moi, je donnais des cours particuliers à des étudiants de faculté de lettres qui ne pouvaient pas se déplacer parce qu'ils étaient infirmes. Je n'étais pas salarié, c'était pas indigne, mais il fallait bien gagner sa vie. Et donc, si on est désintéressé, et si on a comme moteur que l'argent, on cesse d'être véritablement un avocat. On a le droit de demander un honoraire de résultat, d'être payé cher si les gens qu'on défend peuvent payer cher. On peut aussi faire du bénévolat. Et une grande partie. Et donc tout ça, si vous voulez, essayer d'être fidèle à tout cela, c'est ce à quoi il faut s'employer tous les jours. Et finalement, sans être à la fin de ma vie d'avocat, puisque je n'ai pas l'intention de m'arrêter, pas tout de suite, chaque nouveau dossier, chaque nouveau client est une grâce. C'est une chance. On n'a pas un droit à être préféré à un moment à un autre. Et puis chaque client qui, à un moment, décide de changer, c'est qu'on a manqué quelque part à ce qu'il attendait de nous. Et donc c'est une remise en cause permanente, avec en plus cette nécessité d'être toujours exigeant davantage avec soi-même. Il faut avoir le trac. Si on n'a pas le trac, c'est que c'est déjà foutu.
Merci beaucoup pour cet entretien, monsieur le bâtonnier. Merci à vous d'avoir été patient. Merci beaucoup.